Fragment 8. Nous avons dit qu'il y a plusieurs histoires qui peuvent être volées à l'anthropologie pour nous aider de notre compréhension du genre comme domestication. Une de ces histoires est racontée par Gaël Rubin dans son essai The Traffic in Women. Cette œuvre est un des nombreux exemples d'anthropologie féministe qui influencèrent Zerzan et d'autres primitivistes dans leur théorie du genre. On a choisi de lire de manière critique l'œuvre de Rubin pour plusieurs raisons. Premièrement, dans son travail, il y a un passage de l'anthropologie féministe à la théorie queer. Cela ressemble au passage qui a lieu dans notre enquête. Deuxièmement, elle conçoit sa propre écriture comme une pratique de l'exégèse, de lecture d'autres autorisses contre elles-mêmes pour parvenir à des conclusions opposées à leurs intentions. Spécifiquement, elle lit de manière hérétique Lévi-Strauss et Freud, apologistes et techniciens du genre, pour les façons dont leurs théories peuvent être subverties. Cette pratique s'aligne de manière intéressante avec notre abus de tout un éventail de textes. Et finalement, elle définit son propre projet comme un essai de comprendre les origines de la domestication des femmes. Bien que notre enquête soit plus approfondie que de s'intéresser seulement à la domestication d'un sujet genré, nous ne pouvons nous empêcher de nous sentir intrigués par une théorie du genre qui interroge directement la domestication. Dans son texte, elle vise à trouver l'appareil social systémique qui transforme les femmes en matériaux bruts et façonne les femmes domestiquées en produits. Rubin soutient que cet appareil est important parce qu'il domine les vies des femmes, des minorités sexuelles et de certains aspects des personnalités humaines au sein des individus. Elle appelle cet appareil le système sexe-genre et elle croit que l'anthropologie et la psychanalyse décrivaient par inadvertance des mécanismes par lesquels ce système construit le genre domestiqué à partir de l'occurrence du sexe biologique. Il est malheureux que Rubin prône la dichotomie sexe-genre que nous avons critiquée auparavant, mais cette erreur ne nous empêche pas d'utiliser son étude. Après tout, même sans une conception de sexe naturalisée, nous sommes toujours intéressés par la compréhension de l'appareil social qui transforme des êtres sauvages en des produits genrés domestiqués. De manière assez intéressante, elle débute son exploration de cet appareil en soulignant l'échec du féminisme marxiste d'en tenir compte. Elle a écrit Traffic à une époque où des féministes marxistes comme Selma James, Mario Sara Dalla Costa et Silvia Federici étaient en train d'articuler une théorie du travail reproductif et spécifiquement du travail effectué par les femmes au foyer, comme étant la racine de l'oppression et de l'exploitation des femmes. Cette théorie partait d'un désir de la plupart des femmes d'établir une théorie du genre qui soit concomitante au mode de production capitaliste. La nourriture doit être cuite, les vêtements lavés, les lits faits et le bois coupé. Le travail domestique est donc un élément clé dans le procès de reproduction du travailleur dont la value est extraite. Puisque c'est habituellement les femmes qui effectuent le travail domestique, le travail des femmes à la maison contribue à la quantité finale de plus-value réalisée par le capitaliste. Cependant, expliquer l'utilité des femmes pour le capitalisme est une chose, affirmer que cette utilité explique la naissance de l'oppression des femmes est une autre chose. C'est précisément à cet endroit que l'analyse du capitalisme cesse d'en expliquer beaucoup à propos des femmes et de l'oppression des femmes. Cette limite, le mélange de l'exploitation des sujets par le capitalisme avec la preuve que le capitalisme est l'origine de ces sujets, est un défaut pour toutes les disciplines autoproclamées scientifiques, qui visent à replacer un récit au sein d'une théorie plus générale et matérialiste qui fait de l'économie la cause de tous les maux. Suivant cela est identifiée une vaste gamme de cultures non capitalistes qui sont ardemment patriarcales, notamment l'Europe féodale pré-capitaliste. Elle détaille ensuite plusieurs pratiques de la domination du genre, pieds bandés, ceinture de chasteté et autres indignités fétichisées qui ne peuvent être prises en compte par une analyse marxiste du mode de reproduction de la force de travail. Elle soutient qu'au mieux, le féminisme marxiste peut expliquer la manière dont le capitalisme a tiré profit et joué des forces déjà existantes de contrôle social. L'analyse de la reproduction de la force de travail n'explique même pas pourquoi ce sont habituellement les femmes plutôt que les hommes qui effectuent le travail domestique. Elle soutient que l'économie ne peut rendre compte de l'élément moral qui détermine qu'une femme fait partie des marchandises dont un homme a besoin, que seulement les hommes peuvent parler à Dieu et que les femmes sont celles qui se chargent du travail domestique. Pour elle, cet élément moral est le vaste et inexploré territoire depuis lequel la violence genrée émerge et qui est la base de la féminité et de la masculinité dont le capitalisme a plus tard hérité. C'est vers cet élément qu'elle dirigera le reste de son étude. Elle conclut sa critique
du féminisme marxiste en illustrant la bêtise de réduire l'immensité du système sexe-genre à être simplement la sphère reproductive. Pour elle, il y a beaucoup trop d'excès dans ce système pour qu'il soit seulement l'aspect reproductif de la reproduction industrielle, sans oublier qu'il est aussi productif à sa manière, par exemple en produisant des sujets genrés. Les origines de la domination genrée, proclame-t-elle, doivent être trouvées hors du mode de production. Sa tentative de trouver ce dehors se fait d'abord en regardant les écrits de Lévi-Strauss concernant ses explorations des premières structures de parenté. Ces écrits placent le genre et la sexualité au centre de ces structures. Il développe une théorie qui lie leurs essences à l'échange des femmes entre hommes de groupes sociaux variés. En faisant cela, Rubin croit qu'il a esquissé une théorie implicite de l'oppression genrée. Il est premièrement parvenu à cette conclusion après avoir étudié le rôle de l'échange de dons dans l'agencement pré-étatique. Il trouve que l'échange de dons était la première mesure prise sur la longue route vers le développement de la société civile et de l'État. Pour lui, le mariage est une des plus importantes formes d'échange de dons, avec des femmes elles-mêmes étant les dons d'un homme à un autre. De là, il analyse le tabou de l'inceste comme un moyen de contrôler et de forcer cet échange de femmes comme dons. Le tabou a moins à voir avec la prévention des relations sexuelles endogames que l'obligation de l'échange des sœurs et des filles dans la relation exogame. C'est une expression précoce de la société marchande. L'échange d'êtres humains est plus puissant que d'autres dons parce qu'il n'est pas simplement un dispositif de réciprocité mais de parenté. Cela mène à une relation plus longue et plus vaste qui ordonne tous les autres types d'échanges à travers le réseau de parenté établi. Les cérémonies du mariage compilées dans la littérature ethnographique sont des moments dans une progression continue et ordonnée dans laquelle les femmes, les enfants, les coquilles, le bétail, les noms, les poissons, les ancêtres, les dents de baleine, les cochons, les ignames, les sorts, les danses, les tapis, etc. passent d'une main à une autre, laissant comme trace les liens qui unissent. La parenté est organisation et l'organisation donne du pouvoir. L'organisation est alors structure originale du pouvoir entre ceux qui s'échangent les autres. Cette différence entre les échanges et les échangeurs est une première division dans notre système, dans le système que l'on appelle le genre. Pour Rubin, la division entre les hommes comme organisateurs et les femmes comme intermédiaires pour l'organisation, les hommes comme partenaires d'échange et les femmes comme dons. La circulation des femmes fournit le pouvoir mystique de la parenté aux hommes qui les échangent. Les hommes bénéficient de l'organisation sociale qui en découle. Les vastes permutations de l'organisation genrée actuelle ne dévient pas de cet échange sans fin de corps. Les femmes sont données en mariage, prises dans les batailles, échangées par les faveurs envoyées comme tribut, échangées, achetées et vendues. Loin d'être confinées au mode primitif, ces pratiques semblent seulement devenir plus prononcées et commerciales dans les sociétés plus civilisées. Rubin trouve ce concept utile parce qu'il situe l'émergence du genre dans les structures sociétales plutôt que dans la biologie. De plus, il comprend mieux la domination du genre, celle-ci étant plus enracinée dans l'échange de corps que dans l'échange de marchandises. Ici, la justification du genre n'est pas d'être une fonction de la reproduction, mais d'être lui-même production. C'est un système entier où les corps individuels sont produits comme sujets genrés et échangés dans la production de structures de parenté. Ce système n'échange pas juste des femmes, mais les ancêtres, les noms des lignées, le pouvoir social, les enfants. Le début de la violence genrée émerge de ce système dans lequel sexe et genre sont organisés. L'exploitation économique de tel ou tel genre est secondaire. Cette histoire est pertinente pour celle plus large que nous essayons de tisser, parce qu'elle présente le genre comme inextricablement lié à un monstre que Rubin appelle par euphémisme l'organisation sociale. On appellerait plutôt ce monstre domestication, et de cette histoire que l'on peut déterminer beaucoup de choses à propos de son caractère. Bien sûr, Rubin, d'une manière typiquement académique, recule devant la totalité de ses conclusions. Elle dit que comme Lévi-Strauss situe cet échange au début de la culture de la civilisation, son analyse implique que la défaite mondiale historique des femmes eut lieu avec l'origine de la culture et est un prérequis de la culture. S'en tenir à une ferme interprétation de cette théorie impliquerait également que sa mission féministe requerrait la destruction de cette culture.
Cette destruction reste impensable dans son système de pensée. À nouveau, on choisit d'aller là où les autres ne s'aventurent pas. Qu'un raisonnement pointe la nécessaire destruction de tout ce qui existe est précisément une raison pour nous de la suivre. La deuxième histoire que Gaël Rubin raconte est plus commune. La psychanalyse et son complexe d'Oedipe. Rubin pense correctement la psychanalyse pour sa tendance à devenir plus qu'une théorie des mécanismes qui reproduisent le genre et la sexualité. Elle soutient qu'elle est largement devenue l'un de ces mécanismes. Elle poursuit en disant qu'une révolte contre les mécanismes du genre doit aussi être une critique de la psychanalyse. Rubin regarde vers les mêmes concepts d'Ockingen dans une tentative d'étoffer sa théorie de l'émergence du genre. Son exégèse de la psychanalyse est centrée autour de Lacan, qui voit ses efforts comme un essai d'identifier les traces laissées par dans la psyché des individus, par leur conscription au sein des structures de parenté, ainsi que la transformation de leur sexualité alors qu'elle s'intègre dans la culture civilisée. Pour Rubin, cela est un bon complément à Lévi-Strauss. Alors qu'elle a déjà examiné l'échange d'individus au sein d'un système genré, elle peut maintenant se tourner vers les réalités intérieures de celles, qui sont échangées. Elle commence par l'Oedipe. La crise oedipienne a lieu quand un enfant apprend les règles sexuelles intégrées dans les termes désignant la famille et les proches. La crise débute quand l'enfant comprend le système et sa place en lui. Avant la phase oedipienne, la sexualité de l'enfant est non structurée. Chaque enfant contient toutes les possibilités sexuelles disponibles à l'expression humaine. Mais dans toute société donnée, seulement quelques-unes de ces possibilités seront exprimées, tandis que les autres seront contraintes. En quittant la phase oedipienne, la libido et l'identité du genre de l'enfant ont été organisées en conformité avec les règles de la culture qui le domestique. Le complexe d'Oedipe est un dispositif de production de la personnalité sexuelle, les sociétés inculqueront à leurs jeunes les traits de caractère appropriés pour continuer à faire tourner la société, tels que la transformation de la classe ouvrière en de bons et bons travailleurs et travailleuses industrielles. Tout comme les formes sociales du travail demandent certains types de personnalités, les formes sociales du sexe et de genre demandent certains types de personnes. De manière plus générale, le complexe d'Oedipe est une machine qui fabrique des formes appropriées d'individus sexuels. La psychanalyse se préoccupe largement de la manière dont un enfant peut proprement s'adapter à cette machine. Rubin dirait que la machine a besoin d'être changée. Nous dirons que la machine a besoin d'être détruite. Rubin détaille comment la machine fonctionne avec un concept également familier, le phallus. Elle met l'accent sur le fait que les phallus, plutôt que d'être un objet biologique, est principalement un symbole de l'appartenance à un ordre social genré. Le père le possède et il l'échange alors contre une femme. Si un garçon se comporte proprement et est domestiqué, alors il peut un jour avoir le phallus également. La fille en est privée et n'a rien à troquer. Le phallus est transmis à travers les corps genrés particuliers et se repose sur les autres. De même, la manière que le système de parenté détaillé par Lévi-Strauss donne à certaines personnes la possibilité d'en échanger d'autres comme des marchandises, le phallus est la dimension mystique de l'appartenance qui est échangée à son tour contre ses corps. Pour Rubin, ces systèmes s'inscrivent dans une dynamique de renforcement mutuel où les femmes sont dépossédées de leurs êtres propres et sont possédées et échangées par les hommes. La relation de ces hommes à travers leurs échanges de femmes et le phallus crée le lien social sur lequel la civilisation organisée est basée. Rubin souligne que chaque partie du corps peut être une zone d'érotisme actif ou passif, mais en imprégnant certaines catégories anatomiquement similaires du pouvoir social du phallus, la domestication concentre le pouvoir érotique dans certaines géographies, arrachant des individus genrés toutes les autres possibilités. La psychanalyse soutient que celles genrées comme les filles sont forcées d'accepter leur position au sein d'un ordre genré où elles ont été séparées de leur accès au phallus ou à l'érotisme socialement reconnu. Les psychanalystes traditionnels décrivent cela comme la formation de la personnalité féminine. Rubin rompt avec elle en décrivant plutôt comme la violence psychique imposée à travers la socialisation qui force les jeunes enfants à internaliser une logique de soumission. L'interprétation normative de ce que l'on apprend à accepter cette soumission et à en prendre plaisir. Ici, les scientifiques de la psychanalyse permettent le retour triomphant de l'essentialisme biologique, liant la douleur de la pénétration et de la naissance d'un enfant à une internalisation désormais rationalisée de la soumission.
Rubin soutiendra que cette théorie fonctionne de manière normative pour naturaliser et justifier l'ordre genré, et qu'elle doit donc être attaquée pour cela. Elle en propose une lecture plus subversive, comme diagnostic de la manière dont fonctionne exactement cette machine. Notre lecture devra élucider dans quelle mesure cette machine peut être irrémédiablement sabotée. Pour Rubin, une lecture subversive de ces deux histoires commence à dévoiler des aspects du système du genre qui resteraient cachés autrement. Elle les appelle schémas charts primaires de la machinerie sociale. D'autres aujourd'hui appelleraient cela une étude des dispositifs. Dans ces schémas, elle voit un système qui est si inflexible et si monumental qu'il ne peut pas être exorcisé à travers de minuscules réformes. Pour elle, la congruence nette entre ces deux histoires indique que les anciennes méthodes de capture et d'échange sont toujours à l'œuvre dans le présent. Elle appelle ces méthodes domestication. Elle soutient que la domestication aura toujours lieu et que la vaste profusion de possibilités sexuelles dans le corps humain sera toujours apprivoisée. Elle soutient donc plutôt cyniquement une révolution féministe qui s'emparerait de cette machine et l'utiliserait pour libérer les personnalités humaines de la camisole du genre. Nous n'avons aucun espoir que cette machinerie soit un jour détruite à une échelle mondiale, mais cela ne signifie pas que nous devons croire à sa prise de contrôle pour notre propre usage. De la même manière que nous ne sommes pas intéressés par la prise de contrôle de l'État ou la saisie de moyens de production. Notre anarchie est la destruction de ces machines et notre fuite hors d'elles. Freddy Perlman affirme que le Léviathan est une chose morte qui a seulement une vie artificielle quand les choses vivantes, le peuple, en tant que captive. Si l'on dit que le genre est la domestication, alors le Léviathan est l'unique et même chose que la machinerie genrée décrite précédemment. Saisir la machinerie fera seulement perdurer le cauchemar qu'est le genre. Nous devons trouver une échappatoire. Rubin affirme que ces disciplines, la psychanalyse et l'anthropologie, sont des rationalisations les plus sophistiquées du système sexe-genre. On peut voir cela comme une parallèle avec l'argument établi auparavant entre documentation anthropologique et l'imposition de l'hétéronormativité. La surveillance est toujours une fonction du maintien de l'ordre. Ces sciences qui visent à analyser le monde deviennent les plans de la manière dont le monde pourrait être structuré pour coller à leur vision de celui-ci. Nous croyons que cela est vrai pour la science en général. Nous affirmerons plus tard qu'il est de même pour la science de matérialisme historique. Ainsi, de la même manière, nous avons développé une lecture antagoniste des récits anthropologiques. Nous devons également nous mettre à lire ces plans. Nous ne cherchons pas en eux comment maintenir ou altérer les machines. Nous les lisons comme une prisonnier étudierait les plans volés d'une prison. Comme une opération ennemie cherchant où elle pourrait échouer. Ces plans n'ont absolument aucun intérêt pour nous, si ce n'est d'être l'image du monde que nous voulons quitter. Et encore, ces images sont bidimensionnelles, ce sont des lignes nues et des symboles impénétrables. La carte qui nous est présentée n'est pas dessinée par le féminisme marxiste. L'économie forme une dimension de notre piège, mais ce n'est pas la fin suprême du genre. Le terrain est sexuel, psychologique, ancestral, familial, technologique et moral. Il peut être économique et politique également, mais pas dans un sens privilégié. Le système genré aborde la totalité des modes de notre capture et de son intériorisation. Rubin suggère même que la forme état elle-même a émergé depuis cette toile de parenté phallique. Si l'on ne peut comprendre et combattre le genre comme totalité, l'on ne sera jamais en mesure de briser la malédiction des anciens pères. Bien que l'on ne soit pas d'accord avec Rubin sur certaines de ses conclusions, politiques et féministes principalement, et que nous soyons dérangés par son obsession avec les écrits des hommes de science, on peut l'apprécier pour la piste qu'elle donne dans notre enquête. Nous pouvons mettre à contribution à la fois sa pratique de lecture hérétique et son refus d'accepter des réponses simples. En relevant les problèmes de conception du genre naturel et économique, elle offre une manière d'éviter les écueils d'une théorie écoféministe ou marxiste-féministe. Son approche est une de celles qui sont utiles à notre volonté de situer le genre au moment de la domestication, ni plus ni moins. Peut-être que plus utilement, ces deux récits correspondent à ce que nous pourrons identifier comme une double nature de la domestication, corporelle et spirituelle. D'un côté, la domestication prend la forme d'une capture et d'un échange de corps au sein d'un ordre social,
D'un autre côté, elle implique un dressage spirituel de ces individus, l'internalisation d'un esprit de soumission. Ce ne sont pas deux phénomènes isolés, mais bien deux éléments constitutifs d'une dynamique genrée qui s'auto-reproduit, forme et contenu. Après tout, un lien spirituel est le résultat d'un échange de corps-marchandises, tout comme la logique oedipienne de soumission accompagne la capture du corps au sein d'un agencement particulier. Chaque assaut et contrainte sur le corps entretient une disposition spirituelle docile. Chaque aliénation et chaque dépossession d'une des dimensions de notre existence corporelle mène à une fragmentation analogue de notre psyché. Les dualités du sexe et du genre peuvent être comprises comme la forme corporelle et le contenu spirituel du procès de domestication. Le réordonnancement symbolique du corps, comme dans le phallus, est accompagné d'un fétiche. Toutes les subjectivités victimes découlent directement de cette capture du corps. De la même manière, notre complicité spirituelle avec le Léviathan genré nous conduit à échanger les corps à la poursuite d'une appartenance mythique. Cette interaction mène à la création du corps genré et l'esprit domestiqué. Cela est appelé ailleurs formation de l'identité. Nous devons pousser la compréhension plus loin que Rubin en conceptualisant la dualité de la race comme intrinsèque à cette dynamique corporelle et spirituelle, de la même manière que le genre scinde le corps et les marques pour les faire circuler, la race élabore davantage cette séparation. Celle capturée en tant que femme noire, par exemple, était faite circuler au sein du système d'esclavagistes et marquée comme hypersexuelle, perverse et forte, justifiant leur viol, leur dur labeur et leur reproduction forcée. Les enfants qu'elles produisaient étaient séparés d'elles et mis en circulation alors qu'elles étaient elles-mêmes forcées de servir de nourrice aux enfants blancs et blanches de leur maître. Les figures racistes de la mamie de la femme sexuellement agressive étaient et sont toujours utilisées pour justifier la circulation et la domination des corps des femmes noires. Nous devons également critiquer l'essentialisme latent du récit de Rubin. Alors qu'elle mime elle-même certaines critiques de ce dernier, elle finit par reprendre des hommes qu'elle lie une conception naturalisée du genre. C'est à nous de situer ces dynamiques de domestication spirituelle et de corporelle comme étant la fondation de toute violence genrée et pas seulement de la violence contre les femmes. Nous avons déjà dit qu'aucune violence genrée n'appartient à une catégorie en particulier, mais cela mérite d'être répété. Cette dynamique est autant à l'œuvre dans l'abus systémique des jeunes garçons par les prêtres qu'elle l'est dans les viols collectifs dans les baraques militaires et les fraternités ou de l'esclavage sexuel en prison. La circulation des corps est évidente dans ces exemples extrêmes, mais elle est aussi plus subtile dans la publicité et la pornographie, gays et hétéros, dans les rencontres monogames ou polyamoureuses, dans le travail du sexe et les services, dans les façons technophiles dont nous draguons et la manière dont on apprend. Elle est présente dans le mon/ma qui correspond toujours au petit ami, à la femme, à la fille, à la partenaire. Elle est ce qui reste dans les rites initiatiques des ordres secrets de maris, de violeurs et de goéliers. Tout cela, de plus abominable au moindre, est une dynamique sans fin de capture corporelle, de soumission spirituelle et de circulation.